Naradio, à votre service, l'invité de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue, merci de votre fidélité sur Naradio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, bien évidemment, comme tous les jours. Vos questions 0820 107 107. Aujourd'hui avec Benjamin, parmi les nombreux invités que nous avons au quotidien, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Blaiseau. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Grand historien avec sa page Wikipédia, Jean-Michel Blaiseau. Hein. Arrêtez de me chambrer les garçons. Quel honneur, quel honneur. Jean-Michel, de nombreux ouvrages, plus d'une vingtaine. 25, oui. 25 déjà, dirais-je. Ça me rajeunit pas. Ça ne me rajeunit pas. Et le prochain, consacré au Tour de France. Oui, consacré au Tour de France. Fallait, puisque le Tour de France nous a boudés pendant quasiment 20 ans. Il revient, donc je pouvais que prendre la roue. Benjamin. De ses favoris. On rappelle que Christian Prudhomme avait fait une petite boutade avec Dominique Bussereau lors de la présentation du Tour à la Maison de la Charente-Maritime. Jean-Michel, il avait déclaré que c'était un petit peu fait exprès, les 17 ans d'attente, 17 comme la Charente-Maritime. Donc ça laisse pas mal quand même d'espoir d'avoir une grosse édition du Tour de France 2020 et surtout un soulagement puisqu'on a eu peur qu'il soit annulé. Finalement, il n'est que reporté et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, j'espère que tout va bien se passer et que les choses vont se décanter d'ici le début du mois de septembre, bien sûr, et que surtout le public sera présent sur le bord des routes en toute sécurité. J'espère tous, nous espérons tous, lui le premier. C'est déjà arrivé ça d'ailleurs, Jean-Michel, que le Tour n'ait pas lieu dans le créneau habituel ? Non. Ce n'est, à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. C'est la première fois qu'une crise sanitaire comme ça oblige et contraint les organisateurs à revoir la copie, même si, d'après ce que je sais de Christian, que j'ai eu au téléphone assez récemment, toutes les collectivités territoriales le suivent à 150% et n'ont pas décliné leur participation. Donc il a des certitudes, il a des appuis, et ça le réconforte et lui donne la pêche, comme on dit. Même en temps de guerre, Jean-Michel, puisqu'on le sait dans le livre qui va sortir, tu évoques toutes les périodes. Même en temps de guerre, il n'y a pas eu de date repoussée. Le Tour de France avait lieu à la même période ? Ah non, en temps de guerre, pendant les guerres de 14, les hommes étaient mobilisés. D'ailleurs, le Tour de France, le peloton a payé un lourd tribut à ce premier conflit. Donc le tour qui a suivi a repris en 1919. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le tour n'a repris qu'en 1947. En 1946, après la libération, il n'y a pas eu de Tour de France parce que le pays était surtout pour les zones du nord et de l'est et bretonne, dans les zones de débarquement, était dans une situation très compliquée au niveau des structures d'accueil et des routes. Donc il a fallu attendre 1947 pour revivre un Tour de France digne de ce nom. Il y a eu en 1946 la route de France, un ersatz de Tour de France sur plutôt les zones qui n'étaient pas affectées par le conflit. Alors il paraît que le Tour de France, Jean-Michel, ne se gagne pas en Charente-Maritime, mais il peut se perdre. On sait que dans le cadre de la préparation du documentaire que nous avons fait tous les deux, qui sera prochainement diffusé dans le département, on a longtemps et souvent évoqué cela. En quoi c'est le cas ? Oui, parce que même au mois de juillet, en Charente-Maritime, on est sur le bord de l'océan, donc il y a du vent. Qui dit vent dit bordure, et qui dit bordure dit coureurs piégés, surtout les inattentifs. Et il y a eu 2-3 coups comme ça où les favoris, quelques-uns des favoris, notamment Raymond Poulidor, qui a pris un coup de bordure et a quasiment perdu le Tour de France dès l'étape charentaise-maritime. C'est des choses, ils le savent, les coureurs le savent, ils s'y préparent et ils se préparent surtout à la vigilance. Et parfois, surtout quand l'étape tournicote dans les vents, on a le vent arrière et puis on change de sens et on prend le vent de 3/4
Et là, ça part dans tous les sens. Et si tu es piégé, si tu ne réagis pas dans les coureurs cyclistes, si tu ne réagis pas dans les 5 minutes qui suivent, tu es mort. Donc, en 72, lorsque Merckx, Thévenet, Ocaña, Godefroth ont lancé un coup comme ça dans le Marais vendéen, eh bien, Poulidor et Van Impe et Pinjon, si ma mémoire ne me trahit pas, Pinjon se sont retrouvés tout de suite à 3 minutes, à galérer comme c'est pas possible pendant toute une étape, et ces 3 minutes leur ont fait défaut à Paris. Et en plus, en septembre, ça peut un peu plus souffler qu'en juillet sur nos îles, puisque c'est la première fois dans l'histoire que 2 îles seront reliées par une étape, Jean-Michel. Oui, c'est une première. On a eu des étapes en Zélande, notamment, des étapes vraiment quasiment sur l'océan. On a eu une arrivée à Oléron, déjà en 1983. Et là, c'est la première fois qu'on va d'une île à l'autre, en descendant dans le département, en suivant la côte en quelque sorte, et en remontant ensuite, c'est ce que j'évoquais là tout à l'heure, en remontant vers le nord, et on peut, si on a le vent arrière en descendant, on peut le reprendre de face ou de 3/4 face en montant, et là ça devient dangereux. Ça fait un peu penser à l'étape qui avait été d'ailleurs magnifique au niveau des paysages il n'y a pas très longtemps, l'étape du Mont-Saint-Michel, où tout le monde s'était dit c'est une étape carte postale, et les coureurs de mémoire avaient beaucoup souffert et s'en étaient plaints un petit peu après en zone mixte, Jean-Michel. Le côté carte postale, il faut rapidement l'oublier parce que c'est une étape qui peut quand même être compliquée. Oui, voilà, alors c'est imprévisible parce que au mois de septembre, ça peut être l'été indien et il peut ne pas y avoir de vent. Et là, c'est une étape pour sprinter, effectivement. Mais si les conditions qui sont ce qu'elles sont, et on le voit le matin de la course, ça peut tourner vinaigre pour un certain nombre de coureurs, comme je l'ai dit, inattentifs ou qui se laissent piéger dans les fins fonds du peloton. Et ça peut aller très très vite et le payer très cher. Et même pour le jour de repos, hein, parce que généralement, pour avoir travaillé sur le Tour de France, les coureurs préfèrent presque être en repos dans une ville comme Aurillac ou au fin fond de la Creuse, Jean-Michel, qu'à La Rochelle, où il peut y avoir d'une des tentations, et deux, on peut se sentir pas en vacances, mais un petit peu en touriste. Les coureurs n'aiment pas trop, hein, généralement. Alors, oui, c'est vrai par ce côté, mais il y a un autre côté, c'est que là, ils vont passer 3 jours dans le même hôtel. Alors effectivement, ça donne un petit air de vacances, mais ils apprécient beaucoup parce que faire la valise tous les soirs, le sac et changer de site, c'est pas forcément top au bout de 15 jours de course. Là, ils vont poser les valises et les pantoufles dans le même hôtel pendant 3 jours de nuit. Et donc, a priori, ils sont plutôt heureux de ce genre de choses. C'est pas mais c'est pas la Dolce Vita quand même. Donc, non, c'est sûr. La période de repos, les coureurs sortent, roulent pour garder le rythme et pour faire l'effort nécessaire à ce que le corps va demander par la suite. Donc, c'est pas le farniente et la chaise longue à longueur de journée pendant 3 jours, effectivement. Généralement, c'est entre 50 et 120 km sur les jours de repos. Nous, on serait bien incapable de le faire dans leur allure. Oui, ou alors derrière la moto. Voilà, exactement, avec un vélo électrique. Alors, ce livre va bientôt sortir, Jean-Michel, d'ici quelques semaines. Qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur ? Toutes les recettes. Pas de cuisine, mais pour gagner le tour. Et donc on trouve la genèse, comment ce Tour de France a démarré. On trouve aussi les 59 traversées de la Charente inférieure tout d'abord jusqu'en 1941, Charente qui est devenue maritime ensuite. Et aussi à travers des angles anecdotiques et particuliers, c'est-à-dire le vécu des coureurs charentais-maritimes tout au long de ce périple entre 1903 et 2020. 2003, puisque le dernier tour qui a fait une incursion en Charente-Maritime, c'est en 2003. Donc une quinzaine de Charentais-Maritimes qui se sont coltinés sur les routes du Tour de France, avec succès pour certains, avec bonheur. Et
donc, c'est un angle particulier. Après, l'autre angle, c'est de mettre en valeur le côté sportif de ces incursions en Charentaise-Maritime, comme je l'ai évoqué là tout à l'heure en 1972 par exemple. Et on a eu quand même en Charente-Maritime 2 coureurs qui ont gagné à La Rochelle et qui ont gagné le Tour de France à Paris en gagnant à La Rochelle, mais même si La Rochelle n'a pas été uniquement le seul vecteur de victoire. Lors de ces tours 1949 où Fausto Coppi avait gagné la course contre la montre ici à La Rochelle, les Sables La Rochelle, et en 1962 où Jacques Anquetil avait gagné aussi une étape contre la montre Luçon-La Rochelle. Alors par pudeur, on va taire ton âge, mais tu me disais l'autre jour dans la voiture, quand nous avons été voir Cyril Guimard et Bernard Hinault, que tu as assisté à une de ces étapes du Tour de France avec tes parents au bord de la route. Oui, comme des milliers de Français, parce que je pense qu'on garde tous dans un coin de notre tête des souvenirs d'enfance. Vous aussi, monsieur Nicolas, probablement. Des souvenirs d'enfance sur le bord d'une route avec la famille, en attendant le passage du peloton et surtout en essayant de repérer notre favori, notre champion favori. Ce qui est pas évident parce que c'est fulgurant le passage du peloton, sauf pendant les étapes contre la montre. Donc c'était en 1962 pour la victoire de Jacques Anquetil. C'était nous moins 20 ans. Voilà, c'est ça garçon. Histoire de donner un indice aux auditeurs. Respect à l'historien du sport, s'il vous plaît. On changera les dates de naissance sur Wikipédia. En 1962, donc j'ai assisté à une étape contre la montre. C'est magnifique parce que tu les vois passer un par un. Et donc, ça dure toute une journée parce que le spectacle sportif du passage du Tour de France, en général, c'est entre 30 secondes et 1 minute. Et là, ça dure toute la journée. Donc, entre la poire et le fromage, tu vois passer le premier. Et avant la collation de 4 heures, tu vois passer les derniers et les favoris. Alors, pour voir si tu as bien travaillé ton sujet, te rappelles-tu du nombre de Charentais-Maritimes à avoir participé à un Tour de France ? Oui, bien sûr. Il y en a combien alors ? Combien de Charentais-Maritimes ont couru le Tour de France depuis 1903 ? Il y en a 13 plus 2. Et je m'explique. Il y a 13 Charentais-Maritimes qui étaient licenciés dans un club du département avant de passer professionnel. Donc, qui habitaient le département ou étaient licenciés dans un club Charentais-Maritime. Et il y en a 2 qui sont nés à La Rochelle, mais qui n'ont jamais été licenciés en Charente-Maritime parce qu'ils sont partis, ils ont quitté le département, la ville de La Rochelle, avec leurs parents lorsqu'ils étaient adolescents. Il est intarissable. Oui, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Michel. La grande différence pour nos auditeurs, malheureusement, Jean-Michel est un chanceux parce que je ne voudrais pas m'avancer en tant que fan de paris sportifs, mais on peut quasiment le dire à 99,9%. Contrairement à Jean-Michel, les gens qui seront sur les routes là ne verront pas le futur maillot jaune gagner l'étape en Charente-Maritime. Probablement pas, mais sait-on jamais. C'est vrai qu'il y aura déjà une semaine de course de passé. Donc, ils ont passé les Pyrénées, les étapes un peu vallonnées du bas du Massif central. Donc, on sera à un tournant du Tour. C'est vrai que partir de Pau par avion et être parachuté sur le bord de la mer, ça peut avoir quelques atours de vacances estivales. J'imagine, ils auront bataillé quand même sur les cols pyrénéens. On arrive, s'il fait beau temps, si c'est un peu l'été indien, ce qui arrive souvent à La Rochelle au mois de septembre, ça peut amener un peu à se laisser porter par les événements. Il y a un risque sur ces étapes-là. Et on a vu, par exemple, j'ai souvenir du Tour en Zélande, là, dans le nord de la Hollande. Dès la deuxième étape, je me souviens que Quintana avait perdu 1 minute 28 sur cette étape, qui était une étape plate comme la main, et hollandaise, sur l'eau. Et à Paris, il perd le Tour pour 1 minute 20. Donc le débours hollandais, pour ce coureur,
colombien était plus important que ce qui lui manquait à Paris. En tout cas, ce livre sur l'histoire du Tour de France en Charente-Maritime, prochainement disponible dans toutes vos bonnes librairies du département, aux éditions des Hersons de notre groupe, dont on est fier de représenter les couleurs, surtout en ces circonstances. Merci beaucoup Jean-Michel. Il faut retourner au mail un peu là, parce que je trouve que tu es un peu trop reposé là. Je suis comme tout le monde, je confine. Tu confines. Je confine et je recharge. Ça va devenir un verbe d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Je recharge les batteries. Mais bon, il faut savoir quand même que je suis affûté parce que j'ai monté l'Izoard, le Tourmalet, l'Aubisque et le Galibier depuis 3 mois là. Parce que le Tour de France ne se résume pas à la Charente-Maritime. La Charente-Maritime entre dans le contexte et le vécu du Tour de France. C'est des épisodes de chaque Tour de France. Mais on ne peut pas résumer le Tour de France à la Charente-Maritime. Donc à chaque fois, je suis obligé de recontextualiser le déroulement sportif Charente-Maritime pour chaque Tour de France que je traite. En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel Blaiseau d'avoir pris de ton temps. Le livre de l'histoire du Tour de France aux éditions des Hersons sera disponible dans quelques semaines dans toutes vos librairies du département. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.